Je commence alors. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Adèle Colonna-Secaldi, chargée de développement et projets stratégiques pour l'association HUP Entrepreneur. Bienvenue dans ce webinaire dont le titre est Compensation de mon handicap, trucs et astuces pour faire avancer mon dossier de demande d'aide. Donc, ce webinaire, il a lieu dans le cadre du programme HUP UNADEV qui vise à réconcilier entrepreneuriat et handicap visuel à travers différentes briques et ateliers collectifs. Nous sommes ici au cœur de la brique 3, l'accès au droit, et nous avons donc mobilisé l'expert handicapologue et conseiller handicap Stéphane Bonvalet, que je laisserai se présenter juste après. L'objectif durant ce webinaire, ça va être de répondre à vos questions sur les aides mobilisables pour financer la compensation de votre handicap et apprendre les trucs et astuces, donc des procédures, pour mettre toutes les chances de votre côté pour voir votre dossier de demande d'aide aboutir. L'objectif n'est pas d'avoir réponse à tout et au cas particulier de chacun, mais de vous orienter vers des solutions et des bonnes pratiques pour obtenir ces aides. Nous avons décidé d'ouvrir ce webinaire à tous pour en faire profiter au plus grand nombre, puisque nous souhaitons laisser l'opportunité à chacun de poser sa question ou de trouver une réponse dans les interrogations de leur pairs. Donc, l'organisation sera la suivante. Nous passerons rapidement un temps de questions-réponses. Et donc, en premier lieu, je poserai de façon anonyme les questions qui m'ont été adressées par les participants au programme UNADEV. Puis, nous passerons aux questions que vous nous aurez posées dans le chat. Et concernant cet aspect, je laisse la parole à Laura, notre directrice nationale des programmes HUP, qui m'épaule sur les aspects techniques sur ce webinaire. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et déjà pour répondre aux différentes questions qui ont été posées dans le chat, donc il s'agit d'un webinaire, donc voilà, c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre la parole, c'est parce qu'on était trop nombreux, on voulait vraiment ouvrir ce webinaire à tous. Mais du coup, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Priorisez, s'il vous plaît, si possible pour vous, l'onglet questions-réponses, Q&R en bas de votre écran pour poser les questions. Si c'est trop complexe et que vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi poser votre question directement dans le chat. Et comme le disait Adèle, on les prendra à la fin du webinaire et celles qui ne pourraient éventuellement pas être traitées, on les prendra pour pouvoir les traiter ultérieurement. Voilà, très bon webinaire à tous. Voilà, donc juste pour compléter ce que vient de dire Laura, on va faire notre possible pour répondre à l'ensemble des questions posées. Pour répondre à votre question, Elisabeth, on a décidé d'ouvrir ce webinaire à tous pour en faire profiter le plus grand nombre. Le petit côté premium du côté UNADEV, du programme UNADEV, c'est que je vais poser vos questions en premier. Cependant, donc si on n'a pas le temps de répondre à votre question ou éventuellement que vous souhaitez poser votre question en privé, sachez que c'est possible. Notre expert Stéphane Vauvalet vous laisse la possibilité de lui envoyer votre question à l'adresse mail suivante dans un délai de 15 jours. L'adresse mail, c'est handicapologie@gmail.com. Je vous la mets dans le chat et vous aurez 15 jours suivant ce webinaire pour poser votre question. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je laisse donc Stéphane se présenter. Très bon webinaire à tous. Bonjour à tous, alors très content de vous retrouver. Je vois des noms que je connais, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà, Stéphane, 38 ans, ma particularité à moi, donc c'est que je suis infirme moteur cérébral de naissance. J'ai un parcours de vie très atypique puisque je viens du sport professionnel handisport, où j'ai eu la chance d'avoir une très très belle carrière sportive qui n'est toujours pas terminée. Et puis, il y a 2 ans en arrière, s'est posé la question d'une éventuelle future reconversion que j'ai vraiment anticipée. Et puis, j'ai attrapé le virus de l'entrepreneuriat pour monter une première société, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, aujourd'hui, j'arrive à un total de 8. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une d'entre elles qui est le but premier de ce webinaire, qui s'appelle Handicapologie. Et Handicapologie, c'est un cabinet conseil spécialisé sur le handicap avec une équipe multidisciplinaire. La particularité de ce cabinet, c'est qu'il est parti d'une expérience totalement personnelle, puisque en creusant un petit peu sur mes droits personnels, il y a maintenant une sacrée paire d'années, je me suis permis d'attaquer la MDPH de mon département, qui est le département du Rhône, pour le non-respect de ma procédure de compensation de handicap. Et il s'est avéré qu'en 2009, donc très peu
de procès a été intenté au niveau des départements pour le respect des droits des personnes handicapées. Et je me suis retrouvé à faire une jurisprudence. Il faut savoir que la loi du handicap était passée en 2006. Et moi, mon procès date de 2009. Donc, en 3 ans, il ne s'est strictement rien passé sur le cadre légal jusqu'à ce que j'attende ce procès, que je fasse respecter mes droits. La particularité de ce procès-là, c'est que le but était assez simple, c'était de faire respecter l'intégralité des aides financières accordées. On va en parler au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je demandais entre autres le financement de mes fauteuils, le financement de mon véhicule, le financement de l'aménagement de mon poste, etc., etc. Et puis, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu des réponses négatives jusqu'à ce que je découvre le cadre juridique qui me permet de faire respecter mes droits et d'obtenir l'intégralité de mon financement. Voilà. Après, j'ai d'autres activités puisque je suis enseignant universitaire. Je suis aussi équipier secouriste pour une asso de sécurité civile, donc spécialisée sur le secours handicap. Et puis, j'ai une activité depuis quelques années d'auteur, puisque je publie régulièrement de la pige, c'est-à-dire des articles de presse, plus quelques livres qui sont en cours à l'heure actuelle, et entre autres la réécriture du fameux code handicap, dont certains d'entre vous connaissent et qui régissent le cadre légal du handicap français. Oui, enchantée. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'être avec nous aujourd'hui et de nous partager votre expérience. N'hésitez pas du coup à rentrer dans le cœur de la présentation. Ensuite, on passera au temps de questions-réponses. On a vraiment prévu un grand temps de questions-réponses pour essayer de répondre aux besoins de chacun. Je vous laisse du coup la parole. Alors, il faut savoir déjà une chose extrêmement importante, c'est qu'il existe un code handicap au même titre que le code civil, le code de la consommation, ou tout ce que vous savez, ces fameux gros livres rouges que l'on voit dans toutes les grandes librairies et qui sont intrigants, mais à laquelle on n'a pas tendance à mettre le nez dedans, si j'ose dire. Donc, ce code handicap, il existe depuis 2009, donc il existe depuis 4 ans après les premières votations des lois du 11 février 2005. Et ce code handicap régit l'intégralité de ce qui peut se passer en termes de procédure autour du handicap, que ce soit aussi bien sur les démarches administratives que sur le respect des droits individuels, sur le cadre médical, etc., etc. Il fait peur, ce code handicap, souvent pour la majorité des gens, parce qu'effectivement, c'est relativement austère. Enfin, il faut avoir un minimum de connaissances juridiques pour pouvoir l'interpréter dans de bonnes conditions. Mais à la fois, quand on se plonge un petit peu dedans, on y découvre plein de petites choses très intéressantes. On y découvre effectivement le cadre légal pur, c'est-à-dire les articles de loi qui définissent en fonction de chacun des domaines, mais aussi comment les appliquer. Et puis, ça, c'est un petit peu ma Bible, sur ma table de chevet. Il faut savoir que le cadre légal du handicap, il évolue en permanence. Il y a à peu près entre 1100 et 1200 décrets par jour qui changent. Donc, il faut quand même pouvoir actualiser un petit peu tout ça. Ce n'est pas toujours non plus des grands changements qui vont révolutionner le cadre du handicap. Mais sur la partie compensation, il est très, très clair depuis des années. Il évolue relativement peu. Et l'article 1er du Code handicap dit que le handicap doit être compensé en intégralité d'un point de vue humain, technique et financier, sans condition de ressources et sans condition de montant. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, on m'a toujours dit que mon handicap, j'avais des montants maximaux à ne pas dépasser, que j'avais des fourchettes de temps à ne pas dépasser. Il se trouve que quand on creuse un petit peu dans ce code handicap et quand on réactualise un petit peu ces lois handicap, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, on commence à en parler un petit peu, mais il y a beaucoup d'informations malheureusement qui circulent et qui sont complètement erronées. Et il suffit parfois de rétablir certaines vérités pour que bien on obtienne ce qu'on a besoin. Je vais vous donner un exemple très, très concret d'un point de vue totalement personnel. Quand on vous dit qu'un fauteuil roulant, qu'un logiciel ou du matériel informatique est conditionné à un montant maximal de financement, quand vous emmenez les MDPH au niveau du tribunal de contentieux et d'incapacité, qui est le tribunal compétent pour gérer ce type de démarche, eh bien, vous avez en face de vous des gens qui ne savent pas trop quoi dire parce que dans les décrets de loi, ce n'est pas stipulé. Donc, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une forme de rétention de l'information,
ou s'il y a tout simplement pas une méconnaissance du cadre légal. Il y a très très peu aujourd'hui de structures associatives qui sont réellement au courant du fait des démarches du droit du handicap. Je salue d'ailleurs HOP sur cette question parce que ça fait un petit bout de temps qu'on discute conjointement de ces questions juridiques du handicap et je dois le dire, c'est relativement rare. Il y a une vraie démarche de s'intéresser à cette question-là, donc ça c'est rassurant pour l'association et rassurant pour ses membres. Et à l'opposé, c'est vrai que ça demande, comme je vous l'ai dit, un minimum de compétences et que tout le monde n'a pas toujours un juriste à disposition pour pouvoir donner les bonnes informations. J'ai aussi une explication très secondaire. Vous le savez, les MDPH, le service administratif des MDPH est géré par les conseils départementaux, ex-conseils conseils généraux. Et ces structures, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas des structures intégralement publiques. Ce sont des groupements d'intérêt économique qui sont composés à 80% des structures associatives. Donc, il y a aussi la question qui est à se poser, qui est de se dire peut-être que certaines structures associatives, dépendantes des financements publics, n'ont pas totalement intérêt à ce que l'on donne les bonnes informations au niveau des personnes handicapées. Donc moi, le premier conseil que je peux vous donner sur ces questions-là, c'est d'être curieux, c'est de vous entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir vous apporter les meilleurs conseils. Et puis, secondairement, c'est aussi d'essayer de se fédérer un petit peu parce qu'on sait aujourd'hui que le droit français prévoit des actions de groupe quand on est lésé. Et on peut agir sur ce levier-là depuis quelques temps en France. On peut agir, par exemple, au niveau du tribunal administratif pour expliquer qu'on a été lésé dans la démarche et rétablir premièrement ses droits et deuxièmement demander des dommages et intérêts. Donc voilà. Sur le handicap visuel, il n'y a pas de prérogative prédéfinie sur le droit du handicap visuel. Il appartient au droit du handicap d'une manière totalement générale. Il n'y a pas de ségrégation administrative, si j'ose dire, là-dessus. C'est exactement la même démarche. À la différence près qu'il faut bien effectivement séquencer la partie du droit personnel, ce qui vous incombe en tant que personne dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire quand vous quittez votre costume de chef d'entreprise, d'indépendant, et puis le droit que vous avez en tant qu'indépendant, que chef d'entreprise, qui est totalement différent. Il y a aussi quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que comme c'est du domaine juridique, qui est à la fois très très proche de la problématique médicale, eh bien, l'organisme qui va vous accompagner ne peut pas le faire à votre place. On ne peut pas signer les papiers à votre place, on ne peut pas prendre un rendez-vous à votre place, on ne peut pas entamer une procédure à votre place, mais on peut par contre vous donner ce qu'on appelle un rôle de conseil. Les avocats emploient le même terme et vous apporter un appui administratif, un appui juridique quand il y a besoin, mais on ne peut pas réaliser les démarches à votre place. Et souvent, je le vois aussi dans le monde handicap, les gens attendent malheureusement qu'on fasse les démarches à leur place et nous, on ne peut pas, on n'a pas le droit de le faire. Ça mettrait des clauses de nullité en fait dans l'accompagnement, tout simplement. Voilà, donc un cadre légal, on va pouvoir rentrer dedans, hein, rassurez-vous, vous allez pouvoir aussi poser toutes vos questions, y compris par mail. On va vraiment séparer aujourd'hui la notion de compensation du handicap privé et la notion de compensation du handicap professionnel, qui est parfois très très proche, mais qui est quand même des choses assez séparées en termes de procédure. Ce n'est pas toujours les mêmes organismes. Et du coup, Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette différenciation entre compensation privée et compensation professionnelle, les différents organismes qui sont associés, et peut-être revenir aussi, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire, mais un peu sur les bases, par quoi on commence, à qui on s'adresse en premier. Oui, alors effectivement, la première des choses à comprendre, c'est d'établir réellement ce qu'on a besoin. C'est le fameux projet de vie que vous avez tous entendu parler dans le dossier MDPH. Alors, il est pénible, hein. C'est jamais très agréable de rédiger plusieurs pages de besoins et de se projeter dans l'avenir. Et parfois, même se projeter dans l'avenir est relativement compliqué. Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et pourtant, cet exercice-là, il est important. Réellement. Deuxièmement, l'étape qui intervient derrière, c'est de devoir chiffrer
devis à l'appui. Et souvent, les montants font peur. Parce qu'on le sait tous, hein, un équipement technique, une aide humaine, une aide professionnelle, une AVS professionnelle, bah, parfois c'est des montants qui sont quand même relativement importants et on se retrouve vite avec des enveloppes budgétaires qui font peur. Et puis, bah, comme je vous le disais juste avant, on a aussi cette notion de plafond qu'on entend souvent et on se dit mais ça passera jamais, mon dossier il passera pas. Et pourtant, voilà, il faut vraiment chiffrer. D'un point de vue technique, je demande le plus souvent possible d'avoir un chiffrage, donc devis à l'appui de plusieurs sociétés différentes, parce que ça permet d'avoir une comparaison et d'être sûr aussi de ne pas non plus avoir un devis qui soit à la fois trop bas ou trop haut. Il y a quand même un certain nombre de sociétés qui profitent un petit peu des personnes handicapées, parfois malheureusement faire des devis très importants. Et dans le projet de vie, il est vraiment, vraiment important d'avoir quelque chose qui définit votre vie en termes individuels, c'est-à-dire ce que vous êtes, ce que vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. Est-ce que c'est une aide technique pour le ménage, pour avoir une activité de loisir, pour sortir faire ses démarches, pour peut-être rencontrer un professionnel de santé voilà. Et puis, pour la vie professionnelle, on va peut-être plutôt s'orienter sur le besoin matériel, sur le besoin d'aide financière autour des déplacements professionnels. Et on va voir qu'il y a déjà des dispositifs qui sont prévus. Mais ces dispositifs-là ne sont pas dépendants de la MDPH. Ils sont principalement dépendants, en règle générale, de la GFIP ou du FIPH qui va intervenir en fonction des contrats qu'on dispose. Voilà, donc projet de vie dans un premier temps, devis dans un deuxième temps, et ça c'est extrêmement important. Et puis après, si vraiment vous êtes en mesure de connaître vos droits, eh bien vous pouvez déposer votre dossier MDPH. Et puis à la suite de ça, entamer les démarches qui vont bien. On va en parler d'ailleurs de ces démarches parce que vous verrez qu'elles ne sont pas si compliquées que ça. La première démarche qui est importante à comprendre, c'est quand vous déposez votre dossier MDPH, et je vous donnerai le même conseil pour la GFIP, même si ça se passe mieux pour la GFIP, c'est que vous le déposez toujours en recommandé. Vous envoyez votre dossier en recommandé, vous ne déposez jamais un dossier physiquement, vous n'envoyez jamais un dossier en courrier simple. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous déposez votre dossier, votre dossier peut éventuellement se perdre, quand vous l'envoyez par la poste y compris, et puis vous n'avez pas une preuve juridique du dépôt de votre dossier. Quand vous avez envoyé votre dossier en recommandé, bien entendu, vous avez la preuve du dépôt de dossier. Et je vais vous donner une première information qui va, en règle générale, surprendre toujours, c'est que le délai de traitement d'un dossier maximal de la MDPH en première instance, maximal, est de 4 mois. C'est-à-dire que quand une MDPH vous dit votre dossier va prendre 12 mois, 18 mois, 24 mois, comme on le voit dans certains départements, ce n'est pas légal. Vous pouvez faire condamner la MDPH de ces départements pour le non-respect de la procédure administrative. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. On va pouvoir en parler, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, 4 mois maximum. Au-delà des 4 mois, si votre dossier n'est pas traité, il est considéré comme un refus. Donc là, on passe dans la notion de contentieux du dossier. Ça, c'est important de le garder en tête. Parfois, certains MDPH vont vous répondre bien au-delà. Vous pouvez quand même entamer votre procédure pour le non-respect de la procédure administrative. Le tribunal administratif qui siège sur cette non-procédure peut demander des amendes journalières pour le non-respect de la procédure jusqu'à 1 000 € par jour. Donc, je peux vous assurer que quand vous attaquez une MDPH et qu'elle se trouve en tort rien que sur le traitement du dossier, ben vous leur faites assez mal au portefeuille. Et je peux vous assurer que votre dossier, bizarrement, d'un coup, il va beaucoup plus vite. Il ne faut pas hésiter à le faire. Faites, dans la mesure du possible, au-delà des 4 mois, un référé au tribunal administratif pour le respect de votre procédure. C'est une procédure qui est totalement maîtrisée, il n'y a pas de souci majeur. Ensuite, si votre dossier est refusé, alors au-delà des 4 mois considérés comme refus, si refus dans les 4 mois et au-delà, eh bien, vous avez la possibilité de contester à l'amiable, c'est même une obligation légale maintenant qui s'appelle le RAPO, donc d'avoir une contestation écrite et qui va vous permettre de contester le dossier, de réexaminer votre dossier. Le délai légal d'instruction de ce nouveau protocole est 2 mois maximum. À la suite de ça, si éventuellement
ben, vous n'avez pas de réponse ou une réponse négative, vous entamez une procédure auprès du tribunal d'incapacité pour la réponse négative. Donc là, vous emmenez littéralement la MDPH auprès du tribunal. Ils sont accusés du non-respect de la procédure ou tout simplement d'une réponse négative et ils vont devoir se justifier. Les personnes handicapées ont toujours tendance à croire que quand elles amènent la MDPH au tribunal, c'est elles-mêmes qui sont citées à comparaître. Non, ça c'est la première des démarches. Vous êtes en position de force. C'est à la MDPH de se justifier auprès du tribunal parce qu'elle est accusée de ne pas respecter la procédure de votre dossier. Ils doivent d'ailleurs fournir un mémoire. C'est-à-dire que la Cour et les assesseurs demandent un mémoire. Le mémoire va tout simplement vérifier chronologiquement parlant que vous avez bien respecté votre démarche. Bah, si vous vous souvenez bien, en tout début de conversation, on parlait du dépôt de dossier. Si vous l'avez fait par courrier simple ou si vous avez amené un élément à votre dossier par courrier simple, pas de preuve légale. Donc, tout simplement, devant le tribunal à un moment donné, pas de preuve légale de dépôt de dossier. Donc, le dossier, forcément, il est classé sans suite. Plus rarement, il est continué, mais en règle générale, il est classé sans suite. Je vois plein de questions qui commencent à afficher, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre, il n'y a pas de souci. Donc, le tribunal va recevoir éventuellement le mémoire de l'MDPH qui va dire, voilà, j'ai reçu telle et telle pièce justificatif. La personne avec son dossier m'a donné telle et telle pièce justificative, tel et tel devis, etc., etc. Et l'MDPH va devoir dire, mais je respecte la démarche juridique ou je ne respecte pas la démarche juridique. Dans 98% des dossiers que l'on traite au sein de mon cabinet, l'MDPH ne fournit même pas le mémoire. Donc, quand la personne handicapée emmène la MDPH auprès du tribunal de contentieux d'incapacité, la MDPH est déclarée comme fautive. La présidente ou le président de la Cour, à ce moment-là, va prendre une décision qui est un arrêté qui va obliger la MDPH à payer en 48 heures ce que vous avez demandé. C'est la même chose sur les montants maximum ou sur les délais maximum. La MDPH, elle ne va pas le dire dans le mémoire, comme quoi elle vous a dit qu'il n'y avait que 5 000 euros sur un véhicule ou sur un plafond horaire pour une auxiliaire de vie sociale. Elle ne va pas l'expliquer parce qu'elle va se mettre en tort, vu que ça n'existe pas dans le code handicap. Donc là, en règle générale, il est assez simple de pouvoir démontrer facilement dans un tribunal que la procédure n'a pas été respectée par la MDPH. Par expérience, les MDPH payent avant d'arriver à l'audience auprès du tribunal. C'est-à-dire qu'elles préfèrent que la procédure s'arrête parce que ça leur coûte de l'argent, ça leur coûte du temps et ça leur fait aussi mauvaise presse. Il suffit que vous soyez un petit peu susceptible comme moi quand il y a des grosses affaires pour prévenir un petit peu la presse localement parlant et la mauvaise presse se passe tout simplement. Ça, c'est vraiment pour la partie personnelle. Je vais vous donner un exemple très concret sur mon dossier de cette année. J'ai fait financer mes 2 fauteuils manuels, fauteuils électriques, du nouveau matériel informatique adapté avec une reconnaissance vocale, ma voiture, mon permis et l'aménagement de ma maison. J'ai eu un dossier aux alentours de 180 000 euros sur la totalité. L'intégralité a été financée par la MDPH. Tout simplement parce qu'on a respecté cette procédure juridique qui permet d'aller au bout de la démarche. Et voilà, dites-vous bien derrière que les fonds qui sont mis à disposition dans chaque département ne sont pas dépensés. Les excédents à la sortie, à la fin de l'année, sur l'exercice comptable, ne sont pas dépensés. Donc moi, j'entends souvent de la part des personnes handicapées, oui, mais je vais prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Non, vous n'allez pas prendre l'argent de quelqu'un d'autre. L'argent, l'intégralité des enveloppes ne sont pas dépensées. Donc, rassurez-vous là-dessus, déculpabilisez là-dessus parce que ça, c'est extrêmement important. Et puis, regardez si à la sortie, si on avait évité la procédure administrative avec les amendes journalières, eh bien, souvent, le peu de demandes que vous allez demander, si ça avait été accepté dès le démarrage, votre demande à la sortie, ils auraient économisé de l'argent. Donc là-dessus, vraiment déculpabiliser, soyez sûr de votre fait. Voilà. Pour la procédure au niveau du tribunal, c'est assez simple. C'est un courrier recommandé avec des pièces justificatives à fournir, rien de plus. Pas besoin de présence d'un avocat. C'est une procédure civile.
C'est vivement conseillé dans la mesure où vous avez une aide juridictionnelle et on peut évoquer cette question-là, ou même si vous voulez prendre un avocat en parallèle, mais c'est une procédure civile. Vous vous retrouvez devant une cour, vous expliquez votre dossier pendant 3 minutes et vous partez. Vous n'êtes pas accusé de quoi que ce soit. J'entends souvent ça, oui, mais c'est le tribunal, ça me fait peur. Non, non, rassurez-vous, c'est pas vous qui êtes en position d'accusé. Euh, vous avez juste à expliquer votre dossier, vous avez juste à expliquer que vous avez fait les choses correctement, et que vous avez la preuve de pouvoir vous pouvez le montrer, vous avez les preuves nécessaires. De toute façon, la MDPH aura normalement fourni son mémoire, donc la Cour appréciera en conséquence. Et à la suite de ça, eh bien, tout simplement, au bout de 3 minutes, vous partez et le tribunal du contentieux d'incapacité va statuer. En ce moment, les délais sur les gros départements, ça va être aux alentours des 1 mois et demi, 2 mois. Sur certains autres départements, ça va être un petit peu plus long. Vous allez recevoir un courrier en recommandé qui va vous donner le bilan de la Cour. Je ne vais pas vous assurer que c'est 100% parce que ça serait vous mentir et ça, il n'en est pas question. Mais si la procédure est respectée, bah, de toute façon, en France, le droit, il est binaire. Donc, si vous avez bien fait les choses et que vous êtes dans votre bon droit, les résultats sont positifs à la sortie. Voilà, tout simplement. Sur la partie professionnelle, eh bien, les procédures sont assez similaires. Vous avez quand même de toute manière toute la partie MDPH à respecter avec votre taux d'invalidité, votre CMI, etc. etc. Toute la partie administrative de reconnaissance d'RQTH qui est quand même ultra importante. Et puis quand même votre projet de vie qui est quand même quelque chose d'important parce que même si la GFIP ou la FIPH va intervenir derrière, eh bien, il intervient sur la décision de l'organisme de la MDPH et après avoir été entendu par la CDAPH. La GFIP va vous proposer tout un tas de possibilités de financement qui sont moi ce que j'appelle des financements réguliers et puis des financements qui sont plus exceptionnels. Je pense par exemple à la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui est quelque chose qui est quand même important en lien avec vos pathologies. Eh bien, vous pouvez obtenir une aide régulière annuelle qui va quand même de 5 600 € à peu près 12 000 € annualisés. Vous pouvez demander forfaitairement parlant, annuellement parlant. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Vous pouvez aussi obtenir une aide exceptionnelle transport pour la prise en charge des transports journaliers, c'est-à-dire que vous allez d'un point A à un point B en taxi, par exemple, eh bien, vous pouvez totalement demander une aide journalière de 100 € par jour qui va vous permettre de financer un taxi, un VSL ou j'en passe, ou même un transport privé. Il y a plein de solutions encore sur cette problématique de transport en dehors de la partie GFIP. Je pense par exemple aux régies de transport intercommunaux qui ont de plus en plus des navettes de transport adaptées au handicap. Je pense par exemple aux transports communaux, plus en plus de municipalités. Et moi, j'ai la chance d'habiter une petite municipalité, mais qui a une navette adaptée au handicap et qui le propose. Je pourrais répondre à ces questions-là d'ailleurs si vous le voulez. Et puis, parfois même, les gros comités de transport, je pense par exemple à la région lyonnaise avec le Citral ou la RATP sur Paris, qui va avoir des systèmes de transport adaptés que vous pouvez demander. Je ne dis pas que ça va être systématique, parce qu'il va falloir parfois malheureusement se battre pour les obtenir, mais une fois de plus, il existe un cadre légal qui est important. Sur cette notion de transport public qui peut être adapté au handicap, depuis 1 an et demi maintenant, il faut savoir que la notion d'habitabilité des territoires, c'est-à-dire que si vous êtes sur Paris, que vous habitez Paris, avant, vous deviez apporter la preuve que vous habitiez Paris pour pouvoir bénéficier des transports parisiens adaptés au handicap. Ça a été réformé depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que si vous êtes parisien et que vous allez en vacances à Bordeaux, vous voulez bénéficier des transports à Bordeaux, ou vous allez, je sais pas moi, en télétravail, comme ça c'est vu, pendant 3 mois à Bordeaux parce que vous avez envie d'être au soleil, eh bien, vous pouvez bénéficier des transports de la ville de Bordeaux adaptés au handicap sans qu'on vous oblige à apporter une preuve d'habitat local. Donc ça, c'est important. Ça marche aussi bien sur le cadre personnel que sur le cadre professionnel. On n'a pas beaucoup de demandes encore sur le cadre professionnel, mais on en a sur le cadre personnel. Il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, pour vous donner une idée, j'habite à 40 km au sud de Lyon. Aujourd'hui, pour pouvoir me déplacer sur Lyon avec ma navette intercommunale, ça me coûte 2 € aller-retour. Si vous aviez un véhicule à titre personnel, ça vous coûterait beaucoup plus cher. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, il y a aussi tout un tas d'aides potentielles qui existent en parallèle sur les transports ferroviaires. Je pense par exemple à Accès TER,
qui est le dispositif de transport adapté handicap dans le cadre des TER dans chaque région. Je pense à Accès Plus, qui est quand même important. Et je sais qu'on a tous des mauvaises expériences avec ces deux fournisseurs d'accès de la SNCF. Pour autant, il faut continuer à les utiliser et à revendiquer ses droits. Voilà, je vous ai donné plein de choses, mais on va creuser un peu plus au fur et à mesure des questions, je pense. Merci beaucoup Stéphane. On a juste une petite remarque qui nous demande si tu pouvais parler un petit peu plus doucement, parce que tu donnes beaucoup d'informations. Voilà, donc une entrepreneur qui nous fait cette demande. On va passer du coup aux questions-réponses, si tu es OK. Alors, on va du coup commencer par les questions par ordre d'arrivée. Pardon? Je les prends par ordre d'arrivée, non? Comment vous voulez qu'on fasse? Non, en fait, ce serait bien de commencer par les questions qui m'ont été posées dans le cadre du programme UNADEV, étant donné que voilà, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre de ce programme-là. Et puis ensuite, on passera du coup aux questions qui nous ont été posées dans l'onglet. Donc là, une première question qui est beaucoup revenue, que nous a posé un entrepreneur du programme HAP UNADEV, c'est: existe-t-il une aide financière pour bénéficier d'un accompagnement lors des déplacements professionnels? Alors, accompagnement pour les déplacements professionnels, c'est vaste comme besoin. Est-ce que c'est un accompagnement humain? Est-ce que c'est un besoin technique de transport? Est-ce que c'est un besoin purement technique? C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes chez le client, quels sont vos besoins? Il me semble que si possible, tu peux répondre sur le point de vue de l'accompagnement humain et de l'accompagnement financier, puisque la question, elle revient souvent, soit sous forme d'accompagnement humain, soit sous forme d'aide financière pour les transports, par exemple pour se rendre à un rendez-vous professionnel. Alors, deux choses à comprendre. Oui, il existe la notion d'AVS, donc d'auxiliaire de vie sociale professionnel. C'est quelque chose qui est complètement méconnu, c'est un dispositif qui est complètement sous-exploité, mais il existe. C'est-à-dire qu'au même titre que l'auxiliaire de vie sociale que vous avez utilisé dans votre vie de tous les jours à titre personnel pour vous aider dans le ménage, pour vous aider dans la cuisine, etc., vous avez cette notion-là qui existe. Donc, c'est une notion salariale de l'aide humaine. C'est exactement le même protocole que pour l'aide humaine sociale à titre personnel. Et là, vous avez la possibilité de financement soit de l'ANPH, soit de la GFIP, soit du FIPH, soit une aide régulière, soit une aide exceptionnelle, si vous avez un besoin temporairement pour l'aggravation de votre état de santé ou quelque chose comme ça. Ça, c'est voilà, tout à fait possible de le faire, sans condition de montant, sans condition de ressources, puisque dès que vous passez un certain montant, vous pouvez saisir le fonds départemental de compensation de handicap qui financera le reste à charge. Ok, parce qu'on nous pose du coup un peu la même question, une aide financière pour les transports lors de rendez-vous professionnels, mais si on n'a pas le droit à l'AAH, est-ce que là, c'est différent? Alors, non, là, non, oui, c'est complètement différenciant. Vous pouvez très bien avoir votre statut RQTH sans toucher votre AH. Là-dessus, il n'y a pas de lien de cause à effet. Non, il n'y a pas de. On peut totalement faire la différence et là-dessus, c'est pas du tout un problème. Si vous n'avez pas besoin d'une aide humaine, entre guillemets, pour vous accompagner, vous prendre par le bras ou vous guider, vous pouvez totalement demander l'aide au transport exceptionnel tel que je vous l'expliquais. Et là, il n'y a aucun souci en soi. Pas de lien proprement dit avec la AH. Ok, merci beaucoup. Donc, question suivante. Comment faire compenser et faire comprendre mes problématiques visuelles? Je suis dyspraxique avec des difficultés visuelles et spatio-temporelles. Je suis myope et j'ai perdu 20% de ma vue à cause de mon... Donc là, c'est sur la compensation. Alors, faire comprendre. Voilà. Faire comprendre, alors à qui? Au travailleur social. C'est par les pièces que vous allez amener, les pièces médicales que vous allez amener, toutes les attestations que vous allez amener, etc. Et de la manière dont votre dossier va être rempli et votre projet de vie. Il faut vraiment expliquer dans votre projet de vie réellement ce que sont vos problématiques dans la vie quotidienne. Le projet de vie, il sert à ça. Donc, n'hésitez pas à en mettre des tartines et des tartines parce que ça vous donne, c'est le seul endroit entre guillemets où vous allez avoir la parole. Donc, faire comprendre, là, c'est déjà dans le premier lieu, c'est cet endroit-là. Deuxièmement, quand vous avez déposé votre dossier, vous avez la commission d'orientation de la MDPH, la fameuse CDAPH, qui va statuer sur votre dossier. Vous pouvez demander à
à être présent lors de cette CDAPH, donc c'est-à-dire lors de cette commission qui statue, et à réexpliquer vos besoins, vraiment, physiquement, en face. Donc ça, faites-le aussi, n'hésitez pas, c'est un simple courrier recommandé, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Normalement, au bout de ces 2 fois-là, je pense qu'ils auront bien compris la question. Après, si c'est faire comprendre dans un cadre purement professionnel, à vos contacts que vous avez en face de vous, à vos clients, vos partenaires, eh bien, moi, je suis un partisan d'évoquer la question. Voilà, j'ai telle et telle difficulté, ça incombe telle et telle problématique, tel et tel problème de fatigue, tel et tel problème d'attention, j'ai besoin de repos à un moment donné. Eh bien, on explique les choses. Et ça fonctionne. En règle générale, ça fonctionne. Parfois, ça permet de révéler à un interlocuteur en face qui a quelques problèmes à son tour de compréhension, mais vous pouvez très bien lui conseiller à son tour de faire un dossier handicap parce que je pense qu'il va avoir un problème derrière. Voilà, titre d'humour, mais on n'est pas si loin de la vérité. Voilà. Je ne vous dis pas que ça va malheureusement pas vous éviter de rencontrer des gens qui vont pas vouloir comprendre votre situation, mais néanmoins, eh bien, ça va quand même permettre d'éliminer un certain nombre de problématiques voilà, dans la compréhension de votre handicap. Merci beaucoup. Question suivante. Je recherche une aide financière pour pouvoir embaucher une personne 2 jours par semaine à long terme. Est-ce que ça existe? Alors, là aussi, une fois de plus, est-ce que c'est un besoin d'accompagnement professionnel à titre, entre guillemets, perso? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a besoin de vous servir de guide, de chauffeur, etc., de traducteur, ou j'en passe? Donc, à ce moment-là, bien, vous avez la possibilité de la passer en auxiliaire de vie sociale professionnelle. Pas de difficulté majeure, même procédure qu'avant. Soit, eh bien, ça devient un de vos collaborateurs à temps complet de votre activité, c'est-à-dire qu'elle est dédiée en partie pour vous aider dans votre gestion de chef d'entreprise, mais elle va faire d'autres tâches. Et là, à ce moment-là, on part sur une procédure d'embauche tout à fait traditionnelle, avec les aides à l'embauche totalement traditionnelles. Engager une personne valide, eh bien, vous aurez les aides adéquates comme tout le monde. Engager une personne en situation de handicap ou à caractère social, si j'ose dire, eh bien, vous avez la même procédure, entre guillemets, que pour vous quand vous étiez salarié. Donc, voilà. C'est à réfléchir une fois de plus, c'est un projet de vie à maturer, c'est savoir ce que vous voulez faire, estimer le temps de travail, estimer les tâches, enfin, comme n'importe quelle fiche de poste, en fait, que vous auriez vous en tant que chef d'entreprise, tout simplement. Oui, merci beaucoup, mais ça nous éclaire quand même, je pense en tout cas. Donc question suivante. La question suivante, j'ai l'impression qu'on y a quand même déjà un petit peu répondu. Je la pose quand même, mais c'est quels sont les dispositifs d'aide compensatrice dans le cadre de la vie professionnelle? Quels sont les droits à la compensation dans le cadre de la vie privée? Eh bien oui, c'est totalement enfin, à la fois c'est totalement différent, mais à la fois très proche. Peut-être que dans la vie privée, eh bien, vous avez besoin de pratiquer un sport ou de pratiquer un certain loisir qui va vous permettre de vous détendre quand vous avez fini votre journée de travail. Et là, vous avez peut-être besoin d'un transport adapté pour pouvoir vous rendre à votre session de yoga, de tir à l'arc ou d'échecs. Enfin, je ne sais pas, donc c'est à réfléchir. Une fois de plus, c'est à maturer dans votre projet de vie. Sur la partie totalement personnelle, je le redis, hein, pas de condition de montant, pas de condition de ressources. Donc, vous pouvez aller au bout de votre démarche en termes de loisirs, en termes d'activités, en termes de déplacement. Vous avez voilà. Petite astuce toute bête, il faut savoir par exemple qu'une fois par an, il est possible de se faire financer l'intégralité de ses billets TGV dans le cadre d'un courrier simple à la SNCF et vous présentez votre CMI ou votre carte de stationnement et vous avez la prise en charge de vos billets de TGV une fois par an. C'est tout bête, mais voilà, ça met un petit peu de beurre dans les épinards, si j'ose dire. Merci beaucoup. On a encore quelques petites questions, ensuite on passera au chat. On a une entrepreneur qui nous dit qu'elle a besoin en fait de compenser son handicap dans un cadre professionnel à son poste de travail, mais elle est en télétravail et uniquement en télétravail. Alors, ça a été un motif en fait de refus de compensation, de ce que j'ai compris. Je ne reproduis pas très bien sa question, mais c'est ce qu'elle m'avait dit. Ouais.
Oui, ça ne me surprend pas, la notion de télétravail a été fortement minorée jusqu'à nos débuts d'événements de la Covid. Là, c'est en train de changer. Pourtant, d'un point de vue totalement juridique, il n'existe pas de refus de compensation qui existe en lien avec le télétravail. Voilà. Je dirais même que c'est quelque chose qui est à valoriser, qui est à mettre dans le dossier, parce que si vous travaillez à la maison, vous avez moins de fatigue que si vous vous déplacez dans les transports et que vous ayez 3 heures 3 heures de train ou 3 heures de bus par jour. Donc, non, non, c'est quand même quelque chose à valoriser. Je sais que la GFI, par exemple, aujourd'hui, a des enveloppes budgétaires qui sont prévues pour le financement du matériel informatique adapté, des logiciels adaptés, etc. Donc, faut pas hésiter à le faire. La GFIP là-dessus ne bloque plus rarement que la MDPH. Voilà. Donc, je vous conseille plutôt de vous tourner vers la GFIP pour ces questions-là. Ok, merci beaucoup. La question suivante, pour moi, elle se lie en fait à ce dont on parlait au début. C'est une entrepreneur qui nous dit, j'ai besoin d'un site internet, mais je ne peux pas le faire seul. Donc, enfin, voilà, j'imagine que là, on est encore dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre professionnel, besoin de compensation. Donc, tout ce que tu disais au début, Stéphane, il me semble, dans le début de tes réponses. Oui, 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 alors totalement, parce que de toute manière, la question aussi se pose pour une personne valide qui n'a pas les compétences informatiques et qui n'est pas en mesure de coder son propre site. Donc, vous pouvez totalement faire appel à un prestataire qui va vous guider sur la question. D'ailleurs, pour les prestataires qui vont créer des sites Internet, aujourd'hui, ils ont une obligation d'accessibilité qui s'appelle la W3C. Moi, je vais même plus loin. Hein, avec mon cabinet, on pousse jusqu'à créer des comités consultatifs d'accessibilité numérique, non un peu barbare, mais pour dire tout simplement qu'on va consulter chaque type de handicap pour avoir des préconisations adaptées. Et bien, tout simplement, par rapport à cette problématique d'aide pour la création de votre site, faites appel à un prestataire extérieur, mettez-le dans votre business plan et puis, voilà, financez-le comme une entreprise totalement traditionnelle. Une entreprise aujourd'hui qui fait de la W3C, c'est-à-dire de l'accessibilité numérique handicap, ne le facture pas plus cher qu'une société qui ne le ferait pas, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une obligation légale. Donc, une entreprise qui ne ferait pas de la W3C, je vous conseille déjà de partir. Ok, merci beaucoup. Donc, les 3 dernières questions, dans la prochaine qui est assez longue. Existe-t-il des entreprises dont le but est d'aider des déficients visuels dans la gestion administrative de leur activité, type financer quelques heures de secrétariat communication sur les réseaux par mois? Et peut-on bénéficier d'aides financières dans ce cadre en dehors de la RLH? Existe-t-il des pépinières d'entreprises pour les TIH? Et le secteur de l'économie Ah. sociale propose-t-il des formes juridiques plus soutenantes pour les TIH? Un entrepreneur qui a mis beaucoup. Alors, ouais, trois questions qui méritent d'être développées individuellement. Sur la partie incubateur et lié au TIH, oui, il en existe quelques-uns. C'est encore peu répandu. Un des plus connus en France est un incubateur qui se trouve sur Lyon, qui est spécialisé sur le handicap, qui accueille que des entrepreneurs en situation de handicap, qui fonctionne assez bien. D'ailleurs, il mutualise effectivement toute la partie humaine avec des postes partagés de secrétaire, de chargé de communication, etc. Donc oui, ça fait partie intégrante. Maintenant, je pense que le modèle mériterait d'être développé. Ça, c'est 50% du fond de ma pensée. Les 50 autres % du fond de ma pensée me laissent penser qu'aujourd'hui, si on veut vraiment parler d'inclusion et aller au bout de la démarche d'inclusion, eh bien, c'est aussi à nous, personnes handicapées, de trouver des solutions pour s'inclure dans n'importe quel incubateur. Et par expérience, pour bosser avec pas mal d'incubateurs un peu partout, ils sont quand même demandeurs d'entrepreneurs en situation de handicap, donc et essayent de s'adapter. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas trouver de solution dans un incubateur proche de son territoire. Voilà, je pense que les gens sont relativement ouverts. Sur la partie financement des postes de secrétariat adapté, des choses comme ça, votre auxiliaire de vie professionnelle peut faire une partie de ces tâches-là. Elle peut combler une partie des tâches que vous ne pouvez pas réaliser. Maintenant, quand ça incombe à des tâches qui sont plus généralistes à la gestion de votre activité, eh bien, ça sera un temps partagé
un salariat au sein de votre activité, comme n'importe quelle entreprise. Donc, voilà. Sur la partie perso, vous pouvez obtenir des financements. Sur la partie, entre guillemets, bien commun de votre activité, non, clairement pas, parce que de toute manière, ça serait pénalement répréhensible. Donc, voilà. Donc, vous la salariez comme une personne totalement traditionnelle. Vous pouvez quand même obtenir les aides, comme on l'a dit juste avant, hein, propres à, à l'emploi d'une personne. Il n'y a pas de souci, à la création d'un poste, il n'y a pas de souci, hein. Merci Stéphane. Et donc pour répondre donc, et à Elisabeth qui nous pose la question et à cette personne qui nous a posé cette question donc de pépinière d'entreprise pour les TIH, je suis ouverte, Laura. Sais-tu s'il y a une liste d'incubateurs quelque part, tant qu'on est dans le sujet? Sachez en tout cas que c'est un sujet qui monte dans nos sociétés modernes et qui, je pense, va être de plus en plus adressé. Encore un petit peu de patience, mais à mon avis, ce genre de pépinière va voir le jour de plus en plus. Je ne sais pas, quel est ton avis sur la question, Laura, sur la liste d'incubateurs? Est-ce que tu as une idée? Non, pas vraiment. Effectivement, je pense que c'est un sujet qui va certainement émerger. Voilà, mais je ne crois pas qu'il existe de liste, malheureusement, c'est un peu du cas par cas. C'est encore récent, hein. Il y a encore malheureusement peu d'entrepreneurs en situation de handicap. C'est encore une toute petite minorité par rapport à la moyenne, même si c'est salvateur pour beaucoup d'entre nous. Moi, j'avoue que les échanges les plus importants que j'ai eus sur cette question-là sont eu des échanges avec d'autres entrepreneurs à Shop que j'ai rencontrés là, ces derniers mois et avec qui il y a des échanges réguliers. Et voilà. Mais après, il suffit juste peut-être de vous mettre en relation avec les uns les autres et de trouver des solutions. Je pense aussi quand même, je pense aussi beaucoup à la CPME et au MEDEF qui ont deux commissions handicap qui fonctionnent quand même pas trop mal. Il ne faut pas hésiter à leur envoyer des petits messages, voir les locaux disponibles, voir les incubateurs qui peuvent gérer les besoins au sein de votre activité. Voilà. Ayez le culot, c'est important dans tout ce que vous allez faire de toute manière, y compris en tant qu'entrepreneur sans handicap. Ayez du culot, donc n'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à envoyer des mails, à enfoncer des portes. Et puis quand vous ne pouvez pas passer par la porte, il vous reste toujours la fenêtre ou la cheminée. Donc, donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup Stéphane. Deux autres petites questions. Alors, je souhaiterais savoir les conditions afin d'avoir la compensation professionnelle de mon handicap. Quelles sont les conditions? Alors, tout simplement, dans un premier temps, déjà votre dossier, pardon, votre dossier MDPH qui doit être complet, sur lequel vous devez avoir une réponse. Si ce n'est pas le cas, il faut faire les démarches adéquates, comme on a pu l'évoquer précédemment. Et puis après, à la suite de ça, vous avez différentes caisses potentielles qui peuvent intervenir. On connaît particulièrement la GFIP, hein, voilà, mais ça peut être aussi le FIPH, ça peut être aussi des fondations privées. Voilà. Juste une petite info sur les appels à projets. Je ne parle pas d'appels d'offres, hein, je parle vraiment d'appels à projets en lien avec le handicap et en lien avec l'entrepreneuriat. 87% des appels à projets qui pourraient vous permettre de bénéficier d'accompagnement ou d'aide financière vraiment importante restent sans réponse. 87% des appels à projets. Donc, n'hésitez pas à aller sourcer un petit peu les dispositifs que vous pouvez avoir à gauche, à droite. Nous, avec Handicapologie, on les fournit dans le cadre de notre accompagnement. Mais n'hésitez pas à être curieux là-dessus parce que votre handicap, il est non seulement important en termes de vecteur de réussite. On sait que les entreprises créées par des travailleurs indépendants en situation de handicap ont plus de probabilités de réussite dans l'avenir. Mais on sait aussi qu'il y a plus d'aide, donc ça serait dommage de s'en priver. Voilà. N'hésitez pas à être curieux et aller fouiller un peu à gauche, à droite et vous exprimer surtout. Merci beaucoup. Et donc, dernière question de la part des entrepreneurs du programme UNADEV et autres. On a quelqu'un qui nous demande qui peut m'aider avec la gestion administrative du site de l'URSSAF. Je suis aveugle et le site n'est pas simple à naviguer. La partie transactionnelle, déclaration, émission de facture, etc. me prend beaucoup de temps. J'ai besoin d'un support administratif quelques heures par mois afin de gérer mon entreprise correctement et rester conforme. Alors, plusieurs possibilités. Déjà d'une, je tiens à vous rassurer, même sans handicap visuel, le site de l'URSSAF, c'est juste l'horreur. J'ai passé tout mon mois dernier à avoir des pannes non-stop et ne pas pouvoir déclarer mon chiffre d'affaires. Et voilà, donc c'est très compliqué. Je ne sais pas comment a été codé le site de l'URSSAF, mais voilà, c'est malheureusement juste une horreur.
Donc, après, vous pouvez soit tout simplement faire appel si vous êtes géré, enfin si vous avez un partenariat avec un cabinet comptable ou votre expert comptable, eh ben, vous pouvez lui demander de gérer cette problématique-là. Quelque chose aussi qui fonctionne pas trop mal et moi que je conseille particulièrement pour les TIH, c'est de créer des temps partagés. Ou d'intégrer un programme de temps partagé, d'emploi de temps partagé pour un comptable, pour une secrétaire, etc. Vous bénéficiez de 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures par mois pour les démarches que vous lui confiez. Et puis, vous partagez ce temps-là de cette secrétaire, de ce comptable, avec d'autres personnes ou en situation de handicap ou pas. D'ailleurs, vous pouvez trouver ce type d'emploi-là dans plein de domaines différents. Ça va jusqu'au directeur commercial, donc il faut pas hésiter. Et financièrement, c'est quand même relativement abordable puisque vous facturez à l'heure, vous payez à l'heure. Donc, il n'y a aucune raison de prendre un quart de temps à mi-temps pour des tâches que vous n'auriez pas besoin. Voilà. Après, vous avez aussi des logiciels de gestion, des fameux CRM, qui vont vous permettre d'automatiser à titre personnel ou avec votre cabinet comptable toute la partie administrative de la gestion de votre entreprise. Moi, j'utilise un CRM dans mes activités et à part des opérations de contrôle 1 ou 2 fois dans le mois, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire de plus. Merci beaucoup Stéphane. Et également, je suis en train de me renseigner là actuellement, mais il y a des associations qui permettent de lier avec des bénévoles qui viennent vous aider quelques heures par mois, par semaine. Donc, je suis en train un petit peu de faire le travail de réunir ces associations. Il y a aussi des outils, des applications comme Be My Eyes sur des petites aides ponctuelles. Donc, peut-être pas sur le site de l'URSSAF, mais voilà, pour répondre du coup à cette question. Donc, on peut passer du coup au chat, à l'onglet questions-réponses. Je te laisse la main, Laura, ou ouais, chouette, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient liées, donc je vais essayer de les poser un peu en Super, même temps. merci beaucoup. Alors, première question. Bonjour, j'avais fait une demande d'allocation AH en 2019. Ma demande a été refusée. Puis-je refaire un dossier à la MDPH? Et ensuite, la personne précise qu'elle avait fait une demande de recours gracieux et qu'elle a eu un rejet du recours. Alors, oui, clairement, il est totalement possible de faire ou un recours si le délai n'a pas été dépassé, ou tout simplement de réouvrir le dossier. Alors, sur le recours, par rapport au délai gracieux, il est de 60 jours post-recours gracieux. Donc, si malheureusement, au-delà des 60 jours, vous n'avez pas fait votre recours, il faut recommencer une nouvelle démarche. Ça, c'est important. Il faut savoir que le recours gracieux, il a juste l'opportunité potentielle de redemander à la MDPH de jeter un coup d'œil sur la question. C'est juste ça. Alors, pour vous, ça va juste vous faire perdre du temps. Il n'y a rien de bénéfique là-dessus. Parce que de toute manière, une MDPH qui a décidé de vous répondre négativement, elle vous répondra négativement jusqu'au bout de la démarche. Si éventuellement vous recommencez votre démarche, eh bien, il faut redéposer un dossier avec un projet de vie. Et là, effectivement, vous faites attention après votre recours gracieux, donc le fameux RAPO, d'entamer une procédure juridique auprès du tribunal de contentieux et d'incapacité. Donc voilà, courrier recommandé auprès du tribunal avec les pièces justificatives. Et puis vous attendez d'être convoqué, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Autre question un petit peu spécifique autour de retraite et entrepreneuriat. Percevoir une pension de retraite est-il susceptible de restreindre les droits à la compensation à titre professionnel? Et question qui va avec, y a-t-il une limite d'âge pour l'attribution d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? Alors, sur la première partie de la question, clairement, non, parce qu'il n'y a pas de conditions de ressources. Au niveau des aides techniques, la MDPH peut vous dire qu'il va y avoir un reste à charge à financer. Et ce reste à charge, il y a un protocole précis qui est prévu au sein de chaque MDPH qui s'appelle le Fonds départemental de compensation du handicap, qui finance l'intégralité du reste à charge. Donc, s'il vous reste, j'extrapole, mais s'il vous reste 25 000 € de reste à charge d'aide technique ou d'aide humaine,
eh bien, vous saisissez ce service de la MDPH qui va financer le reste à charge dans le cadre de votre dossier. C'est comme ça que nous, on arrive à faire financer les dossiers de PCH technique et PCH humaine qui sont parfois très importants. Voilà. Sur la deuxième partie de la question, ça a évolué, puisqu'aujourd'hui, on peut bénéficier de l'intervention de la MDPH et des dispositifs de la MDPH jusqu'à 75 ans. Sans distinction avant 75 ans, c'était 60 ans il y a encore quelques mois, donc maintenant c'est jusqu'à 75 ans. Au-delà, vous avez d'autres dispositifs qui rentrent en compte, comme l'APA par exemple, donc qui est à tenir compte. Mais si vous êtes encore en activité jusqu'à 75 ans, c'est des cas très rares. Voilà, il y a la possibilité d'avoir des aides exceptionnelles, mais ça reste relativement rare. Moi, j'en ai pas à l'heure actuelle au niveau du cabinet. J'ai rarement des travailleurs indépendants en situation de handicap au-delà des 75 ans. Ok, merci pour la réponse. Oui, Je fais juste pardon. une petite passerelle par rapport à la retraite, qui est quelque chose quand même d'extrêmement important. Votre statut de travailleur en situation de handicap et votre statut de TIH vous permet, avec 25 ans de cotisation taux plein, 25 ans intégralement travaillés, de partir à la retraite avec 100% de votre retraite plafonnée. C'est-à-dire que votre dernier salaire sera votre montant de retraite prédéfini. Ça a évolué très, très récemment. Ça a évolué au 1er janvier. Donc, il ne faut pas hésiter à faire votre reconnaissance de qualité de travailleur handicapé parce qu'elle vous permet de partir beaucoup plus tôt à la retraite au besoin, avec plus d'avantages qu'invalide. Merci beaucoup pour la précision. Ensuite, on a une autre question qui est subdivisée en 4 questions. Mais je vais les lire d'un coup et puis si besoin, on Waouh. peut répéter. Donc, merci beaucoup Stéphane pour tous tes points abordés. 4 questions. Après plusieurs démarches au niveau de mes droits, la MDPH a conclu que, en dessous de 80% de handicap, toutes mes demandes d'aide ont été refusées. Comment faire pour faire valoir mes droits? Deuxième sous-question, les handicaps invisibles, notamment handicap 10 en dessous de 80% ne sont pas pris en compte en tant qu'adulte. Les seules aides actuelles possibles sont Cap Emploi et la RQTH. Comment faire valoir mon handicap et être aidé dans mon projet d'entreprise? Et la personne précise en troisième point que le dossier a été contesté et que rien n'a changé, qu'il a rejoint les Jeunes 10 de France et même avec eux, son dossier n'a pas pu avancer. Il est complètement bloqué, donc il demande est-ce qu'il y a réellement un moyen de régler ce problème et en conclusion, quelle démarche et comment attaquer les structures? Alors, malheureusement, les informations qu'on vous a données sont totalement erronées. Il n'y a pas de handicap qui sera en dessous de 80% ou au-dessus de 80%. Il y a une notion d'incapacité. Quand vous regardez les classifications du ministère des Affaires sociales, vous avez une notion d'incapacité qui rentre en compte. Donc, vous pouvez très bien être 10, mais 10 très léger et ne pas avoir d'incapacité au quotidien, comme être parfois un 10, multi-10, avec des pathologies très lourdes. Je dirais que les refus que vous avez là sont assez typiques des procédures MDPH traditionnelles telles qu'on peut les avoir, qui sont parfois très ancrées en termes de mauvaise foi. Les assos par elles-mêmes, comme je vous le disais juste avant, ne sont pas toujours très bien renseignés. Donc, il ne faut pas hésiter à les creuser d'un point de vue juridique pour apporter un peu plus de bienveillance sur votre dossier, si j'ose dire. Quand vous dites qu'il a été contesté, est-ce qu'il a été contesté d'un point de vue recours gracieux ou est-ce que vous avez amené le dossier auprès du TCI? Parce que, alors je pense connaître la réponse, je pense plutôt que ça a été contesté d'un point de vue MDPH, par recours gracieux. Si vous avez au TCI, ça me paraît très bizarre parce que normalement, non, il n'y a pas de raison. Enfin, je n'ai pas connaissance de dossier qui soit refusé comme ça au niveau du TCI. Alors peut-être que vous allez pouvoir me dire là. Non. Si j'interprète la question, de ce que j'ai l'impression d'en comprendre, devait être plutôt un recours gracieux parce que justement la personne atterrit sur Voilà. la démarche et comment attaquer les structures. Voilà, alors recours gracieux, clairement que vous ayez une réponse négative, je ne suis pas surpris. C'est typique de la mauvaise foi MDPH.
Si vous êtes encore en possibilité de faire un recours sur votre dossier, allez au tribunal des contentieux d'incapacité, parce que ça vaut le coup derrière, vous allez gagner. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il ne vous reste plus qu'à recommencer une démarche. Et voilà. C'est pour ça que c'est extrêmement important de bien respecter les délais légaux d'instruction et de bien respecter les procédures, parce que c'est quelque chose qu'on peut régler rapidement si tout est bien respecté. Voilà. Quelle démarche entamer? Bien, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Si possibilité de traiter le dossier d'un point de vue juridique dans le délai, faites-le. Si ce n'est pas le cas, réouvrez votre demande. 4 mois maximum de délai d'instruction pour une nouvelle demande. Et puis 2 mois supplémentaires de délai de recours gracieux. Et après, allez directement au TCI, vous embêtez pas. N'hésitez pas à leur demander des dommages et intérêts au passage à ce moment-là. Il faut pas hésiter. L'argent que vous allez pouvoir récupérer, vous le mettrez dans le capital de votre entreprise. Merci. Alors, question suivante. Oh, pardon, je me suis un peu perdue. Voilà. Comment recevoir de l'aide pour rédiger le projet de vie et trouver les aménagements possibles? Plein de possibilités. Associativement parlant, vous avez plein d'assauts et HOP peut, je pense, vous aider en partie là-dessus. Mais plein d'assauts. Vous avez aussi dans chaque commune des CCAS, des comités communaux d'accessibilité qui vont pouvoir vous aider, il n'y a pas de souci, ou même d'action sociale qui vont pouvoir vous accompagner avec une assistante sociale ou une conseillère en économie sociale et solidaire. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'aide juridictionnelle, même pour votre projet de vie, dans les maisons des justices. Voilà. Et puis même si à un moment donné, vous avez aussi besoin de purement d'aide juridictionnelle, eh bien, vous avez les barreaux, par exemple, les barreaux dans chaque grande ville qui proposent des consultations gratuites. Vous avez 20 minutes, vous arrivez avec votre dossier, vous lui expliquez que vous ne pouvez pas le remplir, eh bien, l'avocat en face ou le chargé juridique le fera à votre place, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qu'on propose au sein du cabinet. En une heure de temps, c'est réglé. On essaye de comprendre un petit peu ce que vous faites, ce que vous avez besoin, ce que vous faites, et puis on le remplit conjointement. Il n'y a pas de souci. Merci. Ensuite, autre question. La dimension aide financière n'a pas été prise en compte par la MDPH 75 lors du réexamen de mon dossier. Puis-je faire une nouvelle demande pour les aides financières à caractère personnel? Oui, totalement. C'est deux choses qui seront totalement diversifiées dans votre dossier et c'est deux choses sur lesquelles vous devez être attentif, de faire qu'ils aient bien compris la différence entre vos besoins personnels et vos besoins professionnels. Et vous pouvez totalement réouvrir votre dossier, il n'y a aucun problème, en sachant que la loi prévoit de réouvrir un dossier n'importe quand. C'est-à-dire que si vous avez une demande là au mois de mars, que votre situation évolue, que vous avez une nouvelle demande potentielle à faire en avril, eh ben vous pouvez réouvrir votre dossier au mois d'avril, un mois plus tard, il n'y a aucun problème, la loi le prévoit. Parfait, merci. Alors ensuite, on a deux questions qui sont un peu similaires sur l'appel à, je pense, qui tourne autour de la RLH ou du moins de l'aide humaine. Deux personnes qui demandent si on est obligé d'engager quelqu'un en contrat salarié ou si le besoin est plus ponctuel, est-ce que cette aide peut être mobilisée pour des personnes mises à disposition, pardon, je précise, pour des personnes en prestation de service plutôt qu'en embauche directe? C'est en fonction de l'impact financier que ça représente pour vous et en fonction des besoins que vous avez. Si vous avez, je prends l'exemple très concret d'une assistante de direction qui va vous aider 4 heures par semaine sur vos besoins personnels en tant que chef d'entreprise, qui va rédiger vos comptes rendus, qui va répondre au téléphone, qui va envoyer des mails et les 31 heures autres va être au service de votre activité. Eh bien, majoritairement, elle va être plus dépendante de votre activité. Donc, vous avez intérêt plutôt à la salarier, entre guillemets, parce que vous allez défiscaliser, parce que vous allez inclure les charges que ça représente au sein de votre activité. Par contre, si c'est quelques heures pour vous aider sur vos démarches seulement, mais sans action au sein de votre activité, eh bien là, faites plutôt appel à un prestataire de service au titre d'une société de service à domicile ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez même à la rigueur faire appel à du portage salarial en temps partagé, comme je vous ai expliqué avant. Il suffit juste par contrat que vous vous dites, bah voilà, j'ai besoin de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures. En soi, pas de difficulté majeure.
D'accord, merci. Ensuite, les dernières questions sont un peu plus, à la limite, je pense, pour nous à Shop. Elisabeth qui demande si on peut avoir un groupe WhatsApp de TIH du programme, j'imagine UNADEF, pour échanger. Bon, peut-être que ça, on verra en off avec Adèle. Je crois tout à l'heure, Stéphane, vous avez évoqué un CRM. Il y a quelqu'un qui demande, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un CRM? Je pense que c'est vous qui nous avez parlé de ça. Alors, ouais, je vais essayer d'utiliser les termes français. C'est un logiciel de gestion, voire même de prospection, qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur vos fiches contacts, toute votre facturation, tous vos fiches de prospection, etc., tous vos bilans comptables, toutes vos gestions financières internes à votre activité, et tout va être automatisé. Donc voilà. Tout simplement, si vous voulez, à la fin du mois, faire un bilan des dépenses de votre activité, bah, vous cliquez sur le petit bouton qui va bien et puis ça va vous donner des documents automatisés. Et voilà, c'est assez simple. Vous avez des CRM qui sont payants, qui sont très connus, qui sont EBP, Ciel, etc., etc. Et puis vous avez des CRM qui sont gratuits, qui fonctionnent bien. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci majeur. Ça vous permet vraiment d'automatiser votre gestion d'activité. C'est un conseil que je donne pour les TIH, mais c'est un conseil que je donnerais à n'importe quel chef d'entreprise. Voilà, qui veut un peu moins se compliquer la vie. Ok, merci. Et enfin, je pense, voilà, les deux autres questions, c'est plutôt pour Ashop. Oui. C'est la question qui a été évoquée, est-ce que vous avez une liste d'assaut ou autre offrant des ressources partagées? Peut-être qu'on peut revenir un peu plus tard. Et moi, j'ai du coup le nom de l'association qui est à Paris, par contre, hein. Je ne sais pas si elle est ailleurs sur le territoire, mais j'ai une cousine en fait qui est bénévole pour cette association qui s'appelle simplement Auxiliaires des aveugles. Donc auxiliaire avec un D'accord. S des aveugles, et ça permet en fait d'avoir recours à un bénévole qui vient même de façon hebdomadaire, pardon, Génial. à domicile. Euh, voilà. Et donc ça a l'air d'être ouais, très bien. Je ne peux pas la recommander de façon personnelle, mais voilà. Quant au mail, Tester, oui. Pardon, j'ai envoyé dans le chat celui avec tester, hein, tout ça. Pardon. Qui reprend la parole? Pardon, Vas-y, allez-y. vas-y, vas-y. Non, je disais, il faut tester, mais après, vous avez plein de services potentiels. Moi, il y a quelques années, j'utilisais par exemple le site On va sortir, mais après, vous avez des listes de trocs, de services, vous avez plein de choses potentielles. N'oubliez pas non plus que vous avez tous les réseaux sociaux qui peuvent être d'excellents supports. Faites attention quand même de ne pas tomber sur des gens qui sont un petit peu malhonnêtes, soyez quand même un minimum vigilant. Mais il y a tellement d'interactions possibles et il y a tellement de possibilités de créer du lien social que ça serait dommage de ne pas l'utiliser, quoi. Clairement, profitez-en. Enfin, les deux dernières. Alors, une question juste sur le. Est-ce qu'on peut communiquer le mail de Stéphane? On l'avait déjà mis dans le chat, on va le Oui. remettre Alors, et c'est pas en fait juste pour. Donc, c'est un mail que Stéphane m'a donné pour que vous puissiez poser vos questions et reprendre contact avec lui, sachant que Stéphane, du coup, intervient de façon bénévole pour l'association HUP. Et donc, son entreprise Handicapologie n'a pas de rapport avec HUP. Ça, c'est juste Ouais. une petite clarification. Mais donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir des détails, si vous souhaitez être accompagné par le cabinet de Stéphane, à le contacter donc, via l'adresse suivante que je vous mets donc dans le chat. Oups. Euh, il me semble que bon, c'est un message. Je vais remettre juste l'adresse mail parce que je répondais à une entrepreneuse. Hop là. Donc, Marseille. Voilà. Rassurez-vous, hein, je répondrai à vos mails dans les 15 jours à venir, là, Voilà. sans engagement de quoi que ce soit, c'est pas le but. Hein. Voilà. Voilà. La voici toute seule. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez voilà. Donc en effet, Stéphane m'a dit que dans les 15 jours, il pouvait répondre à vos questions. Voilà. Donc Et n'hésitez pas à reprendre contact avec lui. on a juste une dernière question un peu technique. Je ne sais pas si Stéphane, vous avez. Ah, on a une autre question. Bon, deux dernières questions, rapidement. Je ne sais pas si Stéphane, vous avez l'info. On a une entrepreneur qui nous demande s'il y a un CRM qui est accessible, notamment pour les déficients visuels, via VoiceOver, donc le logiciel de synthèse vocale, si vous avez cette info-là. Alors, je sais qu'il y a certains CRM qui sont ce qu'on appelle avec des balises allégées.
ce qui vont permettre effectivement à VoiceOver d'être un peu plus, enfin, de galérer un peu moins à lire les informations, enfin les interfaces. Voilà. Donc, je pourrais pas vous répondre par des noms précis, mais je sais que c'est prévu. J'ai vu un certain nombre déjà de TIH en utiliser, donc je pense qu'il doit exister des solutions. Je peux me renseigner, mais voilà, à l'instant T, je peux pas vous répondre tout de suite. Ok, pas de souci, merci. Et enfin, dernière question. Tout à l'heure, vous avez évoqué un billet de TGV gratuit par an. À Oui, qui oui. doit-on envoyer la demande? Alors, deux possibilités, soit la CAF, si vous avez la hache, soit directement auprès du service handicap d'Accès Plus, tout simplement. Ok, merci. Et juste pour préciser, pardon, vous voulez... Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Super. Juste, je vois effectivement dans le chat, tout à l'heure, on parlait d'incubateur. Je pense qu'on l'avait, on Ouais. l'entendait comme bureau physique, mais effectivement, il y a plein de solutions, bien sûr, d'accompagnement pour les TIH. Chez HUP, vous pouvez tout Mhm. à fait nous contacter pour être accompagné à n'importe quel stade d'avancement de votre projet, que vous ayez déjà créé ou pas, que vous ayez une idée précise ou pas, que vous souhaitiez voilà, développer un projet ou accélérer votre développement. Et aussi, on a le réseau L'Inclusion, l'entreprise L'Inclusion qui propose un programme qui s'appelle TIH Booster, T-Booster, depuis août dernier sur Paris et qui va bientôt ouvrir à Marseille et à Lille. Donc, pour les entrepreneurs qui ont déjà créé ou qui n'ont pas encore créé, je crois bien, et qui souhaitent être accompagnés, vous pouvez tout à fait contacter l'Inclusion. Voilà, et donc, personne de l'inclusion qui nous dit de suivre leur page LinkedIn. On peut remettre le lien ici dans le chat et je vais vous remettre aussi le lien du site HUP pour en savoir plus aussi sur nos programmes d'accompagnement. Voilà. Eh bien, oui, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane pour votre expérience, vos retours. Donc Stéphane, en effet, bah, on vous remercie d'être intervenu de manière bénévole pour HUP et de vous faire part de votre expérience, de vos connaissances et de tenter, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, donc c'est vraiment super. Merci à tous pour votre participation donc, à ce webinaire qui prenait à nouveau, je le répète, place dans le cadre du programme d'accompagnement HUP UNADEV. Ce webinaire, il sera disponible en replay d'ici peu. Je prévois d'y ajouter un petit sommaire pour pouvoir accéder plus rapidement à la thématique qui vous intéresse. Pour les participants au programme UNADEV, je reviendrai vers vous concernant la dernière brique du programme d'ici la fin du mois de février. Et dans cette dernière brique, pour répondre à la question d'une TIH, on va justement permettre la pérennisation et la rencontre entre TIH et donc éventuellement la création d'un groupe pour que vous puissiez tous discuter. Voilà, donc à nouveau, merci beaucoup. Et puis voilà, il me semble qu'on peut s'arrêter là et merci à tous. En vous souhaitant une très belle soirée à tous et puis en vous remerciant beaucoup pour l'accueil. Je suis très content d'être venu aujourd'hui. Et puis voilà, on vous disant à très très bientôt, virtuellement comme physiquement, très bientôt, on l'espère. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane encore pour ton intervention. Et merci à tous pour votre À participation. bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.